Après le dîner, mon père a annoncé, nous passerons en revue les papiers pour que tu puisses céder le studio à ta sœur. Elle sirotait son vin comme si c'était une célébration et non une embuscade. Jusqu'à ce que je dise. Jamais. Je m'appelle Chloé Martin. J'avais 31 ans, et ma mère venait de poser le dernier plat à gratin sur la table de la salle à manger de mes parents à Lyon quand mon père a fait son annonce. La belle porcelaine était sortie, les bougies étaient allumées, et ma sœur aînée, Manon, sirotait déjà du vin comme s'il s'agissait d'une sorte de célébration au lieu d'une embuscade. Mon père s'est raclé la gorge, a croisé les mains, et a dit d'un air presque désinvolte, après le dîner, nous passerons en revue les papiers pour que tu puisses céder ton studio à ta sœur. C'est tout simplement logique, Chloé. Ma fourchette a glissé contre l'assiette, assez fort pour que tout le monde lève les yeux. J'ai cligné des yeux en le regardant, puis en regardant la pile de dossiers cartonnés près de son coude. Non, ai-je dit. Le mot est tombé plus lourdement que la fourchette. Si vous étiez assis à cette table à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté pour maintenir la paix ou tracer une ligne juste là, entre la purée de pommes de terre et les tentatives de culpabilisation? Pendant que vous écoutez, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous pensez que vous diriez à des parents comme les miens, car cette nuit-là m'a montré exactement jusqu'où certaines familles sont prêtes à aller quand elles pensent vous posséder. En grandissant, Manon était l'ouragan, et j'étais celle qui balayait après la tempête. Et tout le monde traitait cela comme l'ordre naturel des choses. Quand nous étions enfants, elle laissait des paillettes et du vernis à ongles partout dans la salle de bain, et je frottais les comptoirs avant que nos parents ne rentrent à la maison, ayant plus peur de leur déception que de son désordre. Si Manon cassait quelque chose, cela devenait d'une manière ou d'une autre ma faute pour ne pas avoir surveillé ta sœur. Quand je recollais ses affiches au mur ou que je réparais un cadre cassé, elle riait et m'appelait « la fille à tout faire », comme si c'était une blague que j'étais censé apprécier. À l'âge de 12 ans, j'avais tranquillement accepté que mon rôle dans la famille était de faire disparaître le chaos sans demander de remerciements. Le lycée n'a fait qu'affiner ce scénario. Manon a pu quitter son emploi à temps partiel après 2 semaines parce qu'elle avait besoin de se concentrer sur ses activités de pom-pom girl, tandis qu'on me disait que mes heures à l'épicerie étaient bonnes pour forger le caractère. Quand sa voiture a été mystérieusement cabossée sur un parking, mon père a cosigné pour un véhicule d'occasion plus joli avant la fin du mois. Quand la chaîne de mon vélo a cassé, il a haussé les épaules et a dit « Tu es assez grande pour marcher ou le réparer toi-même ». Ma mère aimait dire, en plaisantant à moitié, « Si je t'avais eu en premier, Chloé, je n'en aurais peut-être pas eu d'autre. Tu es trop indépendante. » Cela sonnait comme un compliment jusqu'à ce que je réalise que cela signifiait qu'il supposait que je pouvais me passer d'aide, tandis que Manon la méritait tout simplement. La seule personne qui ait jamais semblé me voir comme plus qu'un personnel de soutien était ma grand-mère, la mère de ma mère, Florence Dubois. Elle vivait dans une minuscule maison en briques non loin des quais de Saône, avec un jardin rempli de pots dépareillés et de béton fissuré. Les après-midi d'été, elle s'asseyait avec moi à sa table de patio branlante, traçant les lignes où le vieux ciment s'était brisé et avait été rapiécé. « Tu es comme ça », me disait-elle en plissant les yeux au-dessus de son thé glacé. « Tu n'as pas l'air tapa accent grave-l'œil comme ta sœur, mais tu maintiens la cohésion des choses. » Quand elle est décédée lors de ma 2e année après l'université, le chagrin m'a frappé comme une vague retardée. À la lecture de son testament, Manon a reçu une belle somme de départ en espèces, et j'ai eu une pile de cahiers à spirale attachés avec de la ficelle que tout le monde appelait les « gribouillages de grand-mère ». Ils ont souri et ont dit que cela me convenait, à moi, la pragmatique. Ces gribouillages se sont avérés être des pages de notes et de croquis sur de petites entreprises pour lesquelles ma grand-mère avait travaillé, des listes de fournisseurs, des analyses de coûts et des idées qu'elle n'avait jamais eu le courage d'essayer. Il y avait des descriptions de laveries et de boulangeries de quartier, de petits détails sur les coins qui attiraient le plus de passants pendant les hivers à Lyon. Niché à la fin se trouvait un plan approximatif pour transformer une vieille laverie en un studio d'impression et un café combiné. J'ai lu cette page tellement de fois que le papier s'est ramolli au niveau des plis. Un jour de janvier glacial, je suis passé devant une laverie barricadée dans une rue secondaire près de la presqu'île et j'ai réalisé qu'elle correspondait presque exactement à l'une des notes de grand-mère. Le propriétaire pensait que j'étais folle même a offert un bail bon marché si je m'occupais moi-même de toutes les réparations. Je l'ai signé avec des mains tremblantes. Pendant les 3 années suivantes, chaque chèque de paie et chaque week-end libre sont allés dans ce bâtiment fatigué. J'ai arraché du linoléum jusqu'à en avoir mal aux genoux,
gratter les résidus de savon sur des carreaux anciens et regarder des vidéos sur YouTube sur la finition du béton pendant que la poussière de peinture me grisonnait les cheveux sur les bords. J'ai acheté une machine à expresso d'occasion et une vieille presse typographique d'une imprimerie qui fermait, apprenant à les réparer avec la même obstination que j'utilisais autrefois sur les objets cassés de Manon. J'ai nommé l'endroit la presse du lavoir parce que les tuyaux et les conduits apparents me rappelaient encore les jours de lessive. La première fois que l'enseigne au néon a clignoté au-dessus de la porte, je suis resté sur le trottoir dans le froid, mon souffle embuant la vitre, et j'ai eu l'impression d'avoir enfin construit quelque chose qui m'appartenait entièrement. Mes parents sont passés une fois au début, juste avant l'inauguration, principalement parce que ma mère ne voulait pas être gênée si les voisins posaient des questions sur le projet de Chloé. Mon père a fait un lentour autour du comptoir inachevé, a regardé les pots de peinture empilés dans le coin et a dit « C'est beaucoup de travail pour un café qui pourrait ne pas durer 1 an ». Ma mère a plissé le nez devant la brique apparente, disant que le studio de yoga de rêve de Manon sentait l'eucalyptus et les bougies au lieu de l'expresso brûlé. Je leur ai servi des lattes que j'avais pratiquées une centaine de fois. Mon père a laissé le sien refroidir. Ma mère a pris 2 gorgées polies et l'a reposé. Quand ils sont partis, je les ai regardés s'éloigner par la fenêtre de devant, fatiguée et poussiéreuse, mais étrangement calme. L'espace résonnait derrière moi, mais c'était mon écho, pas le leur. L'entreprise a grandi lentement, puis régulièrement. Les indépendants ont commencé à s'installer à la grande table commune, commandant du café filtre pendant qu'ils concevaient des invitations de mariage. Les étudiants universitaires réservaient du temps sur la presse typographique pour des projets de classe. Je vivais frugalement, remboursais mes prêts et déplaçais les vieux cahiers sur une étagère derrière le comptoir où je pouvais voir l'écriture de ma grand-mère chaque fois que je levais les yeux des factures. Un printemps, quand les choses se sont enfin senties stables, je suis allé à la banque pour demander à refinancer un petit prêt personnel que j'avais contracté pendant la construction. C'est là que j'ai vu les registres du fonds d'éducation que mes parents avaient créé à mon nom des années plus tôt, vidés à peu près au même moment où le studio de yoga de Manon ouvrait en banlieue et où mes parents rénovaient leur cuisine. Les dates s'alignaient comme une mauvaise chute. Je ne les ai pas confrontés tout de suite, en partie parce que je savais exactement comment ce scénario se déroulerait, des accusations d'ingratitude, des rappels de « tout ce que nous avons fait pour toi », et une histoire sur le fait que l'argent avait toujours été destiné à la famille dans son ensemble. Au lieu de cela, j'ai classé l'information comme un autre reçu et j'ai continué à travailler. Le studio de Manon, pendant ce temps, est devenu un trou noir de loyers gratuits et de photos Instagram sans fin. Chaque fois qu'un nouvel équipement apparaissait dans ces stories, je me demandais quelle ligne budgétaire de mon fonds avait payé pour cela. Au moment où mes parents m'ont invité à ce dîner du dimanche, leur voix vive et cassante au téléphone, j'avais le pressentiment qu'il ne s'agissait pas seulement de prendre des nouvelles. La maison de mes parents sentait le rôti de bœuf et le nettoyant au citron quand je suis entré ce soir-là, celui qui a déclenché tout ce désordre. Manon était déjà là, toute brochine et manucure fraîche, se penchant sur son fiancé, Théo Garnier, comme si la chaise avait besoin de son poids pour rester droite. Ma mère voletait autour de la table, s'assurant que les petits pains préférés de Manon étaient chauds, puis a posé une assiette devant moi avec un sourire étudié. Nous avons fait la conversation sur la météo et les travaux routiers jusqu'à ce que mon père sorte cette pile de dossiers et la pose sur la table comme un centre de table. Alors, dit-il, ta mère et moi avons discuté. Le studio de Manon traverse une mauvaise passe, et ton entreprise est plus établie. La chose la plus simple est que tu transfères la presse du lavoir à son nom. Elle est mieux adaptée pour le gérer à long terme. La pièce est devenue étrangement silencieuse, même si l'horloge sur le mur continuait de faire tic-tac. Les yeux de Théo sont passés de mon père à moi, comme s'il était entré dans une réunion dont l'ordre du jour était caché. Ma mère est intervenue rapidement, sa voix sirupeuse. Tu es si pleine de ressources, Chloé. Tu pourrais commencer quelque chose de nouveau n'importe où. Manon a besoin de stabilité, surtout avec le mariage qui approche. J'ai posé ma fourchette avec précaution, l'assiette cliquetant un peu trop fort. Non, ai-je dit. Le sourire de mon père s'est aplati. Ce n'est pas une demande, a-t-il répondu. Nous avons mis de l'argent dans cet endroit. Tu le signeras à ta sœur. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Manon n'a pas dit « merci » ou « je suis désolé ». Elle m'a juste regardé comme si j'étais lente à comprendre. J'ai terminé mon repas par petites bouchées mécaniques, plus pour gagner du temps que parce que j'avais faim. Après le dessert, ma mère a essayé de me diriger vers le salon pour examiner les papiers, mais j'ai pris mon manteau à la place.
Mon père m'a suivi jusqu'à l'embrasure de la porte, la voix basse. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras, Chloé. Tu sais ce que tu nous dois. L'ancienne moi, l'enfant qui réparait les cadres cassés avant qu'il ne le remarque, aurait cédé. Cette version de moi est sortie sur le porche, a jeté un regard en arrière et a dit « Je ne vous dois pas le travail de ma vie ». L'air extérieur était vif et froid, du genre qui vous éclaircit les idées plus vite que le café. Au moment où j'ai atteint ma voiture, je savais que je n'allais pas discuter avec eux. J'allais prendre une avocate. Une habituée du café m'a recommandé Danielle Picard, une avocate spécialisée dans les petites entreprises dont le bureau se trouvait au-dessus d'un cabinet d'avocats en centre-ville. Les escaliers craquaient sous chaque pas comme s'ils triaient ceux qui méritaient de les monter. Sa salle de conférence sentait le papier et le café brûlé neutre et fatigué, à l'opposé de la salle à manger mise en scène de mes parents. J'ai étalé mes dossiers sur la table, mon bail, les reçus de l'équipement, les relevés bancaires montrant chaque virement que j'avais effectué, et des copies des documents du fonds de ma grand-mère avec mon nom sur le compte original. Danielle a lu en silence pendant plusieurs minutes, son stylo tapant un rythme doux. Puis elle a laissé échapper un rire court et incrédule. Il menace de te poursuivre pour un studio que tu paies, gères et possèdes sur le papier, dit-elle. Et ils ont détourné de l'argent d'un fonds à ton nom vers l'entreprise de ta sœur et leur propre maison. Ce n'est pas un drame familial. C'est un manquement à une obligation fiduciaire. Entendre quelqu'un d'autre appeler ça comme ça quelque chose de légal et de spécifique au lieu de juste, c'est comme ça dans ma famille, c'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Daniel s'est penché en avant, feuilletant les relevés du fond. Ils étaient fiduciaires sur ce compte? J'ai hoché la tête. Et tu n'as jamais autorisé ces retraits? Un autre hochement de tête. Elle s'est rassise, ses yeux s'aiguisant. Alors voici ce que nous faisons, nous documentons chaque euro que tu as mis dans la presse du lavoir. Nous confirmons combien a quitté ce fonds et où il est allé. Quand ils porteront plainte contre toi, nous contre-attaquerons avec des réclamations pour conversion, détournement de fonds et, selon leurs impôts, peut-être fraude. Pour la première fois depuis ce dîner, ma poitrine s'est desserrée. Quelqu'un regardait enfin le même puzzle que je fixais depuis des années et appelait l'image par son nom. Cette nuit-là, mon appartement s'est transformé en salle de guerre papier. J'ai numérisé des contrats et étiqueté des dossiers numériques, bail, équipement, coûts de construction, paie, relevé du fonds. J'ai imprimé des copies et les ai glissées dans des classeurs à code couleur que j'ai achetés à la papeterie du coin, chaque onglet manuscrit au café. Entreversé des lattes et encaissé des clients, j'ai transféré des courriels bancaires à Daniel et sauvegardé des captures d'écran de vieux textos où mes parents s'étaient vantés d'aider Manon à suivre ses rêves, juste après des retraits du fonds. J'ai enregistré un nouvel appel avec mon père où il insistait sur le fait qu'ils avaient tout mis dans ton entreprise, malgré les documents prouvant le contraire, puis j'ai sauvegardé le fichier sous menace.audio. Chaque étiquette, chaque trou de perforatrice, chaque clic des anneaux du classeur me faisait me sentir un peu moins comme leur enfant et un peu plus comme ma propre avocate. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'inévitable se produise. Une lettre recommandée est arrivée au café un mardi, déposée sur le comptoir avec le courrier, l'enveloppe épaisse et officielle. Mes mains tremblaient à peine en l'ouvrant et en lisant que mes parents, Martine et Léonard Martin, me poursuivaient en justice, réclamant un intérêt bénéficiaire dans la presse du lavoir et cherchant à forcer un transfert de propriété à Manon. J'ai appelé Daniel, et sa voix était calme. Nous nous y attendions, a-t-elle dit. Je vais déposer notre réponse et nos demandes conventionnelles. En attendant, garde tout organisé et ne leur parle pas sans moi. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé par courriel des copies de la contre-poursuite, des demandes de remboursement des fonds fiduciaires, des dommages et intérêts pour abus, et une demande de leurs dossiers fiscaux professionnels et personnels. Voir les noms de mes parents sur des documents légaux en tant que défendeur était surréaliste mais honnête. Les semaines suivantes se sont fondues dans une étrange routine. Le jour, je préparais du café, formais un nouveau barista et plaisantais avec les habitués sur les hivers de Lyon. La nuit, je m'asseyais à ma table de cuisine entourée de classeurs, de surligneurs et de notes autocollantes, comparant les relevés bancaires avec les factures. Daniel et son assistante juridique, Camille Rousseau, envoyaient des mises à jour, assignations à comparaître signifiées, réponses reçues, excuses tentées. Il y avait des indices dans les documents de mes parents selon lesquels ils avaient emprunté sur mon fonds pour des entreprises familiales conjointes, des mots de code que ma grand-mère n'avait jamais utilisés. Mon téléphone s'est illuminé de messages de tantes et de cousins. Tu vas vraiment traîner tes parents en justice pour de l'argent?
Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Je n'ai pas argumenté. J'ai sauvegardé les textos dans un dossier intitulé « Bruit » et j'ai retourné mon téléphone face contre table pendant que je travaillais. Quelque part au milieu de tout ça, j'ai remarqué mon reflet dans la vitre sombre du café une nuit après la fermeture. Même visage, même chignon en désordre, mais mes épaules étaient plus droites, ma mâchoire plus calme. Je n'attendais pas que mon père revienne à la raison ou que ma mère dise enfin « Je suis fier de toi ». J'avais cessé de demander l'approbation et commencé à exiger des comptes à la place. Quand Daniel a appelé un soir pour dire « Ils sont secoués ». Ils essaient de régler l'affaire à l'amiable et discrètement pour éviter toute plainte officielle, j'étais en train d'essuyer la machine à expresso. Pas encore, lui ai-je dit. Ils pensent encore que c'est un caprice et que je vais reculer. Ils doivent comprendre que ce n'est pas négociable. Elle a marqué une pause, puis a dit « D'accord. Ils t'ont invité à un autre dîner de famille pour en discuter, n'est-ce pas ?» Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Le deuxième dîner chez mes parents ressemblait beaucoup au premier, mais l'énergie était complètement différente pour moi. La salle à manger sentait de nouveau le vernis et le rôti de bœuf. La belle vaisselle était de retour, et il y avait une chaise vide au bout de la table pour « Chloé », comme l'a dit ma mère, comme si j'étais une invitée d'honneur. Sauf que cette fois, je ne suis pas entré seul. Daniel est entré à mes côtés, sa mallette à la main, et Camille a suivi avec un mince dossier en cuir. Les yeux maquillés de mascara de ma mère se sont agrandis, puis ont commencé à briller. « Tu as amené ton avocate ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai amené la vérité, ai-je dit en prenant ma place. Manon était assise à côté de Théo, sa main déjà enroulée autour de la sienne, son expression un mélange d'agacement et d'incrédulité. Mon père a essayé de commencer sur un ton familier. « Ne rendons pas cela conflictuel », a-t-il dit en désignant le rôti. Nous sommes tous de la même famille ici. Nous pouvons arranger ça si tu acceptes simplement de transférer l'entreprise. Manon est prête à te dédommager pour une partie de ce que tu as investi. Daniel a sorti un dossier de son sac et l'a glissé devant lui. Avant de parler de ce à quoi Chloé devrait renoncer, dit-elle d'une voix égale, nous devons examiner ce qui lui a été pris. Le son du dossier frappant le bois a traversé la pièce. À l'intérieur se trouvent des copies de relevés de fonds, de virements bancaires et de notes surlignées. Celle-ci montre des fonds quittant un fonds au nom de Chloé et atterrissant sur votre compte joint, votre ligne de crédit sur valeur domiciliaire et la société Manon Martin Yoga, SARL, a-t-elle poursuivi. Il n'y a aucune preuve du consentement de Chloé. La main de ma mère a tremblé alors qu'elle attrapait son verre de vin, le liquide frémissant. Manon a laissé échapper un rire sec et incrédule. Tu vas vraiment pinailler sur l'aide familiale comme ça, a-t-elle lancé. Tu n'as même jamais utilisé cet argent. Papa l'a juste fait fructifier pour nous tous. Je l'ai regardé pour la première fois de la soirée. Cette aide était mon fonds pour l'université, ai-je dit. Le cadeau de grand-mère. Il s'est transformé en ton studio et en un nouveau comptoir en granit pour maman. Et puis vous avez tous essayé de prendre la seule chose que j'ai construite de mes propres mains et d'y mettre votre nom. Camille a fait glisser une autre page sur la table, un simple tableau de date et de transfert, chaque flèche pointant de mon fonds au compte de mes parents, et de là à des chèques émis au propriétaire et à l'entrepreneur de Manon. Théo, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est penché pour lire. Son visage a perdu ses couleurs en suivant les flèches. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé à Manon, la voix basse. Elle s'est agitée sur sa chaise. « Ce n'est pas comme ça » a-t-elle dit. « Mes parents nous ont aidés tous les deux. Chloé est juste en train de faire du drame. » Daniel n'a pas haussé la voix. « Nous avons une vérification bancaire, monsieur Garnier, » a-t-elle dit. Et leur propre déclaration sous serment concernant leur rôle de fiduciaire. Ils ont utilisé des actifs détenus pour l'avenir de la sœur de votre fiancé pour financer votre fiancé et leur propre rénovation, puis ont tenté de la contraindre à céder son entreprise distincte. Si nous allons de l'avant, ce ne sera pas seulement un litige civil. Cela pourrait impliquer le procureur de la République et l'administration fiscale. Les mots sont tombés avec une finalité tranquille qui sentait plus les salles d'audience que les dîners du dimanche. Le visage de mon père est passé du rouge au gris. « Vous bluffez ?» a-t-il dit, mais ses yeux sont restés sur le tableur. Daniel a légèrement secoué la tête. « Nous avons déjà rédigé les plaintes » a-t-elle répondu. « Ce que nous offrons ce soir est une option. Vous abandonnez votre poursuite contre Chloé.
Vous signez une reconnaissance écrite que la presse du lavoir est entièrement à elle, sans aucun intérêt bénéficiaire pour vous ou Manon. Vous acceptez un échéancier de remboursement pour les fonds fiduciaires avec un intérêt raisonnable. Vous déposez des déclarations de revenus modifiées reflétant les fonds mal caractérisés. Si vous faites tout cela dans les délais que nous fixons, nous gardons cela civil et contenu. Sinon, nous déposons tout et laissons les agences faire leur travail. Ma mère s'est mise à pleurer pour de bons mots, des sanglots bruyants et désordonnés sur une famille qui se déchire. En face de moi, Théo a lentement reculé sa chaise. Il a retiré sa bague de fiançailles, la bague de Manon, et l'a posée délicatement sur la table. Le petit clic qu'elle a fait contre le bois a percé les lamentations de ma mère. « Tu savais pour ça ?» a-t-il demandé à Manon. Elle a fixé la bague, puis moi, puis la pile de documents. « Je savais qu'il m'aidait » a-t-elle dit faiblement. Je ne connaissais pas les détails. Cela sonnait au mieux comme une demi-vérité. Théo a secoué la tête. Ça ne te dérangeait pas de prendre l'avenir de ta sœur et d'essayer de prendre son entreprise aussi, a-t-il dit. Si c'est comme ça que votre famille se traite, je ne veux pas me marier dedans. Il s'est levé, m'a fait un signe de tête et est sorti, laissant derrière lui son assiette intacte et la bague. Personne ne l'a poursuivi. Mon père fixait les papiers comme si sa simple volonté pouvait faire en sorte que l'encre se réarrange. Ma mère a marmonné quelque chose sur les étrangers qui ne comprennent pas, même si c'était l'argent de sa propre petite-fille qu'elle avait aidé à siphonner. Les yeux de Manon étaient humides, mais elle a quand même réussi à me lancer un regard furieux, comme si j'avais allumé l'allumette au lieu de révéler le feu. Je me suis levé, ma chaise raclant doucement le sol. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit, la voix calme. C'est moi qui refuse de vous laisser réécrire ce que vous avez fait. Je ne vous donnerai ni mon studio, ni mon fonds, ni aucune autre chance. Vous pouvez signer la proposition de Daniel, ou vous pouvez vous expliquer à des gens qui se fichent que nous partagions le même nom de famille. Puis je me suis tourné pour partir. En sortant, j'ai entendu mon père crier mon nom assez fort pour que les voisins le remarquent peut-être, le même ton sec qu'il utilisait quand j'avais 8 ans et que je n'avais pas nettoyé quelque chose assez vite. Pour la première fois, je ne me suis pas arrêté ni retourné. La nuit dehors était froide et claire, la lumière du porche bourdonnant au-dessus de moi. Mes clés cliquetaient dans ma main, solides et familières. En descendant les marches de leur perron, chacun de mes pas ressemblait à un point final à la fin d'une très longue phrase que je n'avais pas écrite mais que je choisissais enfin de terminer. Daniel et Camille ont suivi en silence, leurs mallettes se refermant comme des couvertures de livres. Nous sommes montés dans nos voitures respectives et nous sommes éloignés de la maison où j'avais grandi et où j'avais été lentement effacé. 6 mois plus tard, la presse du lavoir sentait toujours le café et l'encre, pas la peur. La poursuite contre moi a été rejetée avec préjudice après que mes parents ont signé l'accord rédigé par Daniel. Un jugement civil a verrouillé l'échéancier de remboursement des fonds fiduciaires. Ils ont dû vendre une propriété locative et refinancer leur propre maison pour commencer à effectuer les paiements. Daniel m'a transmis un avis indiquant que des déclarations de revenus modifiées avaient été déposées, du genre qui entraîne souvent des audits et des questions supplémentaires. Le studio de yoga de Manon a fermé temporairement puis discrètement pour de bon lorsque le bail n'a pas été renouvelé. D'après le peu d'informations qui ont filtré par des parents éloignés avant que je ne les bloque, mes parents se faisaient discrets maintenant que certains de leurs amis connaissaient les grandes lignes de ce qui s'était passé. Moi, en revanche, je commençais mes matinées en déverrouillant le café, en allumant l'enseigne au néon et en regardant mon souffle embuer la vitre une seconde avant que l'air chaud ne prenne le dessus. Le courrier apportait encore des enveloppes officielles ou parfois des confirmations de paiement de l'avocat de mes parents, des avis sur le compte fiduciaire qui se remplissait lentement à mon nom mais elle ne me donnait plus la nausée. Un après-midi pluvieux, Daniel est passé en jean au lieu d'un blazer, a commandé un latte et m'a tendu une fine enveloppe. Papier finaux, a-t-elle dit. Tout ce qui concerne leurs revendications sur le studio est clos. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Le savoir suffisait. Nous nous sommes assises dans un silence confortable, écoutant le bourdonnement de la machine à expresso et le crépitement de la pluie contre la fenêtre. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Manon depuis ce dîner. Il y a eu quelques textos de la dernière chance au début, certains en colère, d'autres dégoulinant de culpabilité et de versets bibliques, mais je les ai mis en sourdine, puis j'ai bloqué les numéros. Je ne parcours pas leurs réseaux sociaux et je ne demande pas de leurs nouvelles quand je croise des gens de notre ancien quartier. Rompre les ponts avec eux n'a pas été facile. C'était comme amputer un membre qui était infecté depuis des années.
Mais une fois la douleur passée, j'ai réalisé à quel point tout le reste devenait plus clair. Le studio, mes amitiés, même les moments calmes seuls sur mon canapé, tout semblait moins encombré sans leurs attentes invisibles qui pesaient sur ma poitrine. Est-ce que je comprends pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? D'une certaine manière, oui. Ils avaient peur de perdre le contrôle, peur que Manon échoue, peur de faire face à leurs propres choix concernant l'argent et le favoritisme. Mais comprendre n'est pas la même chose que pardonner. Et ce n'est certainement pas une raison pour leur donner une autre chance de me faire du mal. Je ne retournerai pas pour les fêtes, je ne leur laisserai pas rencontrer un futur partenaire, ni ne leur glisserai discrètement de l'argent, juste pour cette fois. La ligne est tracée, et elle est permanente. Si votre famille attend un jour de vous que vous sacrifiez le travail de toute votre vie juste pour garder leurs secrets intacts, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, l'amour sans respect n'est que du contrôle habillé de beaux vêtements. Voilà donc ce qui s'est passé au dîner chez mes parents et tout ce qui a suivi. Je suis entré en tant que la fille à tout faire qu'il pensait pouvoir encore gérer et je suis sorti en tant que propriétaire de ma propre histoire, de ma propre entreprise et de mes propres limites. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez des morceaux de votre vie dedans, s'il vous plaît, n'attendez pas que des gens comme ça changent soudainement. Protégez votre avenir avant qu'ils ne le dépensent pour vous. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce